Chaque année, des armées de diplômés universitaires hautement qualifiés rejoignent les rangs des banques d'investissement et des cabinets de conseil, espérant mener la vie que les médias et leurs camarades de promotion leur ont promis. Le Boston Consulting Group recrute massivement et prévoit d'embaucher plus que jamais, avec 800 nouveaux employés prévus en 2021 répondant à la forte demande des cabinets de conseil. McKinsey veut recruter 900 employés. En 2021, les diplômés de MyPS Loan ont surtout été embauchés dans le conseil, la tech et la finance. Je connais 3 types de personnes qui travaillent dans les cabinets de conseil et les banques. Le premier, c'est qu'il ne veut pas y rester et ne créera jamais sa propre entreprise. Donc après être resté dans le conseil et la banque pendant 2 à 3 ans, il pourrait finalement se retrouver dans le capital investissement, le capital risque, la tech, l'industrie et ainsi de suite. Le deuxième type ne veut pas non plus rester dans le conseil ou la banque. La différence, c'est qu'ils veulent créer une entreprise à un moment donné. Ils ne savent peut-être pas quoi ou comment, mais leur rêve serait d'être leur propre patron un jour. Le troisième type, ce sont les personnes qui veulent rester dans le conseil ou la banque pour toujours. Si vous êtes du type 1 ou du type 2, cette vidéo est pour vous. Et je vais vous montrer avec des exemples réels ce qui arrivera à votre carrière dans le pire des cas. Si vous souhaitez faire carrière sur le long terme dans le conseil ou la banque, et que vous êtes du type 3, je respecte votre passion pour ces métiers. Je vous invite à réévaluer le retour sur investissement de votre voie professionnelle dès que vous en aurez le temps. Parce que nous savons que, même si l'argent n'est pas tout dans la vie, c'est presque tout. Qu'est-ce qui compte le plus? L'argent ou le pouvoir? Ils vont de pair. Dans les prochaines minutes, je veux vous montrer pourquoi choisir le conseil ou la banque comme premier emploi pourrait être un piège horrible. Ce à quoi vous pourriez finir par ressembler et ce que vous devriez faire à la place pour tous les types 1 et 2. Voici à quoi vous pensez que votre vie ressemblera. Je me réveille euphorique. Pendant que je fais ma routine matinale, je réfléchis à quel point c'était une décision incroyable de me lancer dans cette carrière. En allant au bureau, je prends un cappuccino et je bouscule accidentellement une belle femme. Elle reste bouche bée, incapable de ne pas remarquer mon prestige et mon charisme. Elle me tend son numéro. Ce qui suit, c'est une journée pleine de défis intéressants, de discussions stimulantes et de rencontres enrichissantes. Je me réveille épuisé. Pas étonnant que j'ai dormi 2 heures de moins que mon minimum biologique. Alors que je me dépêche de m'habiller, mon responsable m'appelle pour me faire un briefing sur les tâches du jour qui semblent toutes pouvoir être facilement exécutées par un singe. Je pense à démissionner, mais je me souviens que ma prime sera versée dans 2 mois et j'ai besoin de financer le loyer de mon appartement en centre-ville. Quand ai-je vu mon appartement en plein jour pour la dernière fois? Bref, allons faire quelques comparables. La vie en conseil ou en banque, c'est dur. Tu travailles en plus de 60 heures par semaine, d'après la plupart des grandes sources et d'après ma propre expérience. Mais c'est aussi difficile de partir. Les banques proposent plus d'empathie, de meilleurs avantages et salaires pour attirer et garder les employés. L'empathie. Au fil du temps, cabinets de conseil et banques ont affiné leur stratégie pour fidéliser leurs employés. Avec des cycles de promotion serrés, des primes qui incitent les employés à rester juste une année de plus, et des avantages non monétaires comme des voitures de fonction en leasing qui se débloquent à certains niveaux d'ancienneté. Mais ne vous laissez pas séduire par cela. Travailler 60 à 80 heures par semaine entraîne un coût d'opportunité élevé. Il est par exemple plus difficile de lancer un projet parallèle, même si c'est essentiel pour atteindre la liberté financière, comme je l'explique dans ma vidéo. Le chemin ennuyeux vers $1 million de patrimoine net avant 35 ans. Cependant, le plus grand risque que vous prenez est différent. C'est de ne pas exploiter votre potentiel. Une carrière moyenne. Il y a des personnes qui devraient aller dans les rizières et récolter du riz. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui sont des samouraïs, qui manient le sabre et qui accomplissent des missions dangereuses. Je veux vous donner quelques exemples réels de cueilleurs de riz qui ont commencé dans le conseil ou la banque. Mais d'abord, laissez-moi exposer mon point de vue. En tant que personne qui accompagne parfois des étudiants pour entrer dans le conseil, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai entendu cela. Je ferai 2 à 3 ans de conseil avant de créer une entreprise. Je vais travailler 2 à 3 ans en banque, puis devenir investisseur en capital risque ou private equity. D'abord, regardons les personnes qui veulent créer une entreprise à un moment donné, devenir leur propre patron. Que devraient-elles faire au lieu de travailler dans le conseil ou la banque? Ensuite, regardons les personnes qui veulent travailler dans le private equity, le capital risque, les hedge funds, la gestion d'actifs, etc.
ou faire un MBA ou autre chose, et quelle pourrait être la meilleure stratégie pour elle. Vous avez des articles comme celui-ci qui décrivent 10 PDG célèbres ayant commencé dans le conseil. Vous remarquez quelque chose? Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la moitié de ces PDG célèbres. Par contre, avez-vous entendu parler d'Elon Musk ou de Peter Thiel? Chez beaucoup d'entrepreneurs de tout premier plan, on constate qu'ils ne sont pas des spécialistes. Ils sont plutôt proches des polymathes. Pourquoi est-ce que c'est un problème dans la direction générale? Je pense qu'il y a peut-être trop de titulaires de MBA. Running companies. Les investisseurs en capital investissement et les consultants en gestion n'ouvrent pas de nouvelles entreprises, ils optimisent sans cesse l'efficacité des sociétés existantes. Il n'est pas étonnant que ces secteurs attirent un nombre disproportionné de brillants diplômés de l'Ivy League qui cherchent à se laisser toutes les options ouvertes. Donc essentiellement, ils disent qu'il y a trop de généralistes, trop de gars de la banque d'investissement, trop de consultants, des gars avec un MBA qui essaient de créer des entreprises sans succès. Néanmoins, il semble qu'il existe presque un récit artificiel selon lequel les consultants feraient d'incroyables fondateurs. Je me demande qui sont les personnes qui perpétuent ce récit. D'accord, bien sûr. Pas pour critiquer cette personne, mais parce que c'est un exercice amusant. Laissez-moi réagir à tous les arguments pour lesquels les consultants seraient soi-disant de grands fondateurs et donner mes contre-arguments spontanés. Le développement d'un savoir-faire intersectoriel. C'est exactement ce dont Peter Thiel a parlé. En conseil ou en banque, il y a le risque de devenir un généraliste maître de rien. Ce que vous voulez vraiment devenir, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment un maximum de secteurs. Les consultants développent un flair pour ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Les consultants sont des personnes très performantes. C'est vrai, la plupart des consultants sont très performants, mais si vous ne l'êtes pas, le conseil ne vous transformera pas magiquement. Soit vous développez une mentalité de bosseur en faisant ce qui vous passionne, soit vous ne le faites pas. Le conseil n'a rien à voir avec ça. Les consultants ont un bon réseau. C'est vrai, mais ils ont tendance à connaître des banquiers d'investissement, des gars du capital investissement et des dirigeants d'entreprises du Fortune 500, dont aucun ne se soucie vraiment des startups et de l'entrepreneuriat. Les consultants sont généralistes, mais doivent sans cesse évoluer. C'est justement ce que tu as évoqué plus tôt. Ce n'est pas du tout monsieur, mon ami. Les consultants maîtrisent la vente et le storytelling, donc le pitch. Aucun consultant n'est capable de faire de la vente. Surtout pas le type de vente nécessaire pour construire des startups B2B performantes. Par exemple, dans l'industrie du SaaS, si vous voulez apprendre la vente, faites de la vente, pas du conseil. Les consultants sont des esprits d'équipe. Le conseil et la banque sont des environnements très hiérarchisés. Ainsi, les consultants et les banquiers sont doués pour exécuter des ordres. Pour bien travailler en équipe, travaillez dans un environnement peu hiérarchique comme une startup. Ensuite, regardons les personnes qui souhaitent travailler dans d'autres secteurs après un court passage dans le conseil ou la banque. Pour certains objectifs de carrière, il est vraiment logique de travailler d'abord dans le conseil ou la banque. En général, il existe environ 7 options de sortie différentes après le conseil ou la banque. Capital investissement, capital risque, fonds spéculatifs, gestion d'actifs, conseil financier et autres emplois en finance. Des emplois hors finance, par exemple dans la technologie ou l'industrie, créer sa propre entreprise ou retourner à l'université pour faire un MBA. 5 de ces options sont parfaitement accessibles même si vous ne travaillez pas d'abord comme consultant ou banquier. Les 2 qui ne le sont pas sont le capital investissement et les fonds spéculatifs. Mais ici aussi, selon Manny, les fonds commencent à recruter directement après la licence. Vous voulez travailler dans le capital risque? Lancez une entreprise, obtenez des financements, puis passez de l'autre côté. Envie de travailler dans la tech? Passez des certifications techniques et progressez progressivement. Je pense que le message principal de cette vidéo est celui-ci. Regardez toutes ces personnes qui ont cherché à ajouter des noms prestigieux de conseils et de banques à leur CV. Elles ont travaillé de longues heures, sans doute sans le temps de monter quelque chose à côté. Se sont-elles déjà demandé ce qui les passionne vraiment? Comment veulent-elles changer le monde? Pour la plupart d'entre elles, j'en doute. Et où cette stratégie les a-t-elle menées? En plein centre de la courbe de distribution normale. Moyen. Et c'est très bien. Tout le monde n'a pas besoin d'être le prochain Mark Zuckerberg ou le prochain Henry Kravis, magnate du capital investissement. Mais si tu veux vraiment tenter ta chance, tu dois planifier et suivre ton propre chemin sans te diriger automatiquement vers la banque ou le conseil, simplement parce que tout le monde semble le faire.
Et si tu ne recherches ni argent ni pouvoir. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec un ami qui venait de quitter son poste dans une célèbre société de conseil international. Il a dit qu'en regardant autour de lui, environ 90% de ses collègues semblaient mécontents de leur travail. Il ne voulait pas finir comme ça, alors il a pris la décision de partir et de suivre sa passion. C'était quelque chose qu'il voulait faire depuis ses années d'école. Il va devenir enseignant. Et même si j'aimerais qu'il cherche à devenir milliardaire et à accumuler énormément de pouvoir, c'est exactement le genre de prise de décision dont ce monde a besoin.